Voilà, nous étions à l'instant sur la Guinée-Bissau. On évoquait donc ces menaces qu'évoquent des personnalités politiques, des menaces à leur vie. Un député d'un parti d'opposition a notamment fait état d'arrestation, de passage à tabac et puis de libération. Et ça nous amenait à évoquer le pouvoir réservé au Premier ministre. On le voit dans nos États. C'est quelqu'un qui est pratiquement sans pouvoir. Oui, c'est quelqu'un qui est pratiquement sans pouvoir. Et vous savez, pour éviter tous ces problèmes-là, certains pays occidentaux ont essayé de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand vous voyez la Grande-Bretagne, on a une reine qui n'a pas de pouvoir, qui n'a que des prérogatives traditionnelles, au fait. C'est honorifique. C'est honorifique, voilà, des pouvoirs honorifiques. Celui qui a le véritable pouvoir, qui est le chef de l'État, c'est le Premier ministre. Quand vous allez aussi en Allemagne, c'est la chancelière qui est la toute puissante. Le président, personne ne connaît même le président. Personne ne connaît le président. Israël, quand vous allez au Luxembourg, quand vous allez en Espagne, quand vous allez en Finlande, Belgique, donc c'est les premiers. Donc il y a un qui perd ses pouvoirs et l'autre en haut. Mais au Togo ou en Afrique, on veut avoir les deux. Ça va être tellement difficile. C'est des humains. Donc l'important c'est d'arriver à supprimer un poste où l'autre il existe, mais il n'a que des rôles traditionnels. C'est ce qui est beaucoup plus important. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de résoudre au Togo. Les Français, je pense avec le temps, ils vont essayer de réviser la Constitution pour donner encore plus de pouvoir au président de la République. En même temps, parce que là où ça pose problème, c'est qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui doit être responsable devant le Parlement. Et ce n'est pas le président de la République. Oui, mais pour, par exemple, présenter le programme. Le programme. Et éventuellement. Et le programme, c'est le Premier ministre qui présente le programme devant le Parlement. Donc, s'il y a même motion de défiance envers le Premier ministre. Donc, ça va être un peu difficile. C'est un peu infusible qu'on peut sauter quand on veut. Quand ça va mal, bon, le président le saute et montre que... Bon, non, ben, ça va être un peu difficile. Ça dépendra de la manière dont il faut réviser les constitutions pour pouvoir être approprié et puis l'adapter à des réalités. Mais ce qui est important, c'est que moi, ça me fait du bien quand je vois le Premier ministre et le président de la République qui sortent. C'est-à-dire, c'est comme si c'est bicéphalisme. Enfin, c'est du bicéphalisme. Il y a du bicéphalisme. C'est du bicéphalisme. Mais ça me plaît surtout. En France, aujourd'hui, le Premier ministre, vous savez comment je le vois, il me plaît. Il me plaît surtout quand il intervient. Le président, peu m'importe, mais le Premier ministre, je le vois quand même présidentiable. Et c'est là où... Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça le problème du président, parce que la cote de popularité du Premier ministre qui monte et le président de celle du président de la République qui descend. Bon, donc, comme Firmin le dit, c'est un peu... C'est envisagé. La suppression du poste de primature est envisagée. Et ça ne servira à rien que de mettre un Premier ministre. Oui, parce qu'en fait, si on dit... Qui ne fait que... inaugurer les chrysanthèmes. Qui ne fait tout que sur l'instruction du mais si on dit de l'État. Avoir une constitution calquée sur nos réalités, c'est ce qu'on dit. Nos réalités, c'est un seul chef à bord. Oui, traditionnellement, chez nous, c'est le chef. Il est assisté quand même de ces notables. Dont les ministres. Dont les ministres. Oui. Bon, c'est traditionnellement, ça, ce sont nos réalités. Mais comme on a voulu, dès l'avènement de la démocratie dans les années 90, donc on était dans le modèle français. Oui, bien sûr. Puis c'était la conférence de Gaulle. Donc on était dans cette dynamique-là de copier ce que les Occidentaux faisaient. Mais je crois, avec le temps, on doit repenser. On doit repenser la démocratie autrement, mais pas faire de telle sorte qu'à amputer les parties fondamentales, pas du tout, parce qu'il y a les fondamentaux de la démocratie qu'on ne peut pas, que personne ne peut amputer. Maintenant, mais il y a des choses quand même qu'il faut revoir pour l'adapter selon nos traditions. Par exemple, comme je le dis, c'est le chef, il est le président, il est élu, il est le tout-puissant et la Constitution va aller avec des réformes qu'il faut faire pour ne pas mettre un Premier ministre sportif qui n'a aucun pouvoir. Regardez par exemple, quand vous voyez le général de Gaulle, ce qu'il faisait, quand il vous nomme avec votre lettre de démission, antidaté. Le jour où il sent que vous voulez lui constituer un obstacle, lui-même il signe la lettre. Vous signez la lettre, il date la lettre et puis il envoie ça à la presse. Et maintenant, vous êtes démis de vos fonctions. Et ça qui est plus simple. Au fait, c'est-à-dire le jour où le général de Gaulle nomme le pasteur d'eau. En même temps, vous ne pouvez pas me nommer, j'ai une épée de Damoclès sur ma tête. Oui, c'est comme ça se fait au fait. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant pour éviter tout problème. Mais l'autre, ça c'est un pouvoir quand les chefs d'État qu'avait le général de Gaulle pour résoudre ce problème de régime sous une présidentielle ou parlementaire. Mais l'autre pouvoir que peuvent avoir les chefs d'État aussi, c'est ce droit de dissolution.
Par exemple, quand le chef d'État ne veut plus de vous, il dissout le Parlement est parti, et vous aussi vous êtes parti. On refait les élections. On refait les élections. Mais il y a aussi un autre problème. Comme vous venez de le dire, vous venez de poser la question, qui est responsable devant le Parlement? C'est le Premier ministre, en fait. C'est lui qui est régulièrement devant le Parlement pour lui expliquer les affaires de la cité. Maintenant, il arrive aussi un problème important où il n'y a pas de majorité solide à l'Assemblée nationale. Où il y a assez de partis qui font la majorité. Il suffit qu'un seul parti dise, moi je ne veux plus de ce Premier ministre. Il sort de cette majorité, il n'y a plus de majorité. Il fait défection, tout s'écroule et le Premier ministre aussi part. Donc l'important aujourd'hui, c'est de faire comme les Américains où on crée un régime présidentiel où il y a une séparation stricte des pouvoirs. Il n'y a qu'un seul... un vice-président. Un président et un vice-président. Le vice-président, il est dans l'ombre, quoi. Il est dans l'ombre, c'est comme un commis. Donc, il est dans l'ombre. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui va régler le problème. Sinon, histoire de Premier ministre... Mais dans ce cas, ça dit personne n'est responsable de l'autre. Hein. Non, personne. Le pouvoir ne se surveille. Le législatif, il a un pouvoir fort. L'exécutif, c'est un pouvoir fort. Oui, l'exécutif, oui, c'est ça. Le sens du régime présidentiel. Il y a une séparation stricte des pouvoirs. C'est ça. Sauf que dans la réalité, par exemple, quand on voit Donald Trump, le président américain et le Parlement, le président américain, il peut bloquer certaines lois. C'est ça, là on parle de droit de veto. Donc, mais il l'utilise que 2 à 3 fois durant son mandat, durant les 4 ans, il peut l'utiliser 2 à 3 fois. Donc, mais au niveau de la justice aussi, le judiciaire, il est indépendant. Mais il y a aussi cette politique de l'impeachment, où on parle de la responsabilité pénale du président. Quand le président peut être trahi, ou il y a des affaires comme l'affaire Bill Clinton avec Monica Gates, donc le Parlement peut se dire, donc on met en mouvement cette politique de responsabilité pénale, où le président va être obligé de répondre devant le Parlement. Mais ça, c'est dans la réalité. Mais de façon théorique, il y a une séparation stricte des pouvoirs. L'exécutif est indépendant, le judiciaire est indépendant, et l'autre, c'est quoi? C'est le législatif est indépendant. Je pense que c'est la meilleure formule, quoi. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on a un nouveau président au niveau de la Guinée-Bissau, puisque c'est le pays dont nous parlons. On ne peut pas admettre, puisqu'il a fait des promesses aux populations, et pour les accomplir, il faut qu'il prenne des lois qui doivent forcément être votées, d'avoir un Parlement qui ne lui soit pas acquis. Donc, il a le pouvoir, il dissout le Parlement, il fait de nouvelles élections, s'il est sûr de remporter la majorité. Oui, bien sûr. Mais je crois l'option, peut-être c'est la seule option qu'il a. S'il ne veut pas de la majorité parlementaire qui ne lui est pas favorable, il faut qu'il dissolve le Parlement et qu'il organise de nouvelles élections en étant sûr, d'avoir la majorité. Mais ça va être difficile, ça va être encore difficile. Moi, je crois quand même que si le président, si les Bissau-Guinéens admettent qu'ils sont des citoyens, ils sont tous citoyens pour la même cause et qu'ils sont conscients que la Guinée-Bissau a traversé des moments de péripéties, des moments de difficulté jusqu'à cet instant-là. Je crois quand même qu'il va falloir que le président s'associe, accepte, travailler avec cette majorité-là. Mais c'est vrai quand même qu'il peut y avoir des lois qui ne vont pas passer. Mais tout cela se fait par dialogue. C'est la politique. Tout cela peut se faire par dialogue. Et je crois que la Guinée-Bissau va sortir de cet imbroglio. Sinon, à cette allure et surtout, avec ce que nous sommes en train de faire avec des menaces et autres, ça risque de renforcer l'instabilité. Et peut-être quand ça arrive comme ça, c'est un coup d'État qui arrive. Parce que quand c'est comme ça, peut-être les risques de coup d'État sont écartés maintenant parce que c'est un général qui est là, qui est un peu adoubé par l'armée. Oui, mais je sais que c'est un général. Mais quand la situation va demeurer telle, il va y avoir du statut. Donc quelqu'un peut sortir de l'ombre pour dire, mais écoutez, il faut mettre fin il faut siffler l'affaire de la récréation et puis refaire encore d'autres choses. Et ça va basculer encore le pays. Ce n'est pas du tout intéressant pour la Guinée-Bissau. Le président peut opter pour une solution très simple. Donc, il nomme Premier ministre chef de la majorité, du PNJC. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait tout pour réviser la Constitution dans les mois à venir. Où il supprime tous les obstacles. Le problème, la révision aussi, est-ce que c'est favorable? C'est qu'il y a un problème au niveau de la Guinée-Bissau, c'est que la Constitution n'a pas prévu un mécanisme de sa révision. Donc c'est difficile. C'est difficile. Surtout que si on écrit une nouvelle Constitution, on se demande est-ce qu'on peut la soumettre à référendum parce que la Constitution ne prévoit rien sur ce cas-là. La voie référendaire peut passer. La voie référendaire non, la Constitution ne le prévoit pas. Mais là où il n'y a pas de loi, on met une constituante.
Oui, on met une constituante en place, où les anciens qui ont eu à être ministres et autres, des anciens cadres du pays, constituent la constituante pour passer, pour réviser la constitution, où on réécrit les mécanismes de révision, ceux-là qui ont le pouvoir, ceux-là qui peuvent avoir l'initiative de révision. Si par exemple ils avaient des mécanismes de révision, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Par exemple, au Togo, l'initiative de révision appartient concrètement au président de la République, au Premier ministre et à un cinquième des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est souvent la même chose dans les régimes semi-présidentiels. L'initiative, ils peuvent déjà passer par eux. Voilà, l'important c'est de mettre en place une constitution pour régler le problème. Second sujet, l'Angola. Nous parlons de Luanda Leaks. La femme d'affaires angolaise Isabelle Dos Santos et son mari congolais Syndicat Dokolo ont sollicité l'annulation du gel de leurs avoirs. Du gel de leurs avoirs dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. C'est ce qu'on a appris mardi auprès de leurs avocats. Fille de l'ancien président Eduardo Dos Santos, la milliardaire et son homme d'affaires et son époux, homme d'affaires, sont accusés par la justice et le consortium international de journalistes d'investigation d'avoir pillé les caisses de l'Angola pour nourrir leurs affaires privées. Selon le parquet général angolais chargé du dossier, ces malversations ont été évaluées par le gouvernement de Luanda à 5 milliards de dollars. Demandez aujourd'hui qu'on puisse lever le gel de leurs avoirs quand on sait que les milliards dont Isabella Dos Santos se dit propriétaire, c'est difficile qu'elle les ait gagnés honnêtement. Non, c'est difficile. Elle a quel âge? 47 ans. Elle a fait quoi pour devenir milliardaire comme ça? Regardez, son papa, lorsqu'il était au pouvoir, il était le chef d'État le plus riche du continent, 31 milliards de dollars. Son papa a fait quoi? Il est venu au pouvoir, il est arrivé au pouvoir en 1979. Il quitte en 2007. Il a eu 31 milliards de dollars. Et ses enfants aussi sont devenus milliardaires. Le petit frère de la jeune dame, Philomeno, lui aussi milliardaire. Il a dirigé le fonds souverain. Il a dit, regardez, et celle-là, elle est dans les télécoms, elle est dans les diamants, elle est dans la téléphonie mobile. Donc, elle a trouvé cet argent-là où? Donc, on ne peut que parler de détournement de fonds publics. Mais le problème, c'est quoi? Je ne suis pas en train de tirer une conclusion hâtive, mais le président Eduardo Dos Santos serait en train de regretter d'avoir quitté le pouvoir. Parce qu'il n'aurait jamais imaginé que cela lui serait arrivé. Surtout que celui-là qui lui a succédé, c'était un de ses hommes de confiance. Celui en qui il avait mis une certaine confiance, qui est en train de le poursuivre aujourd'hui, jusqu'à ce que lui-même soit sorti de son silence en janvier dernier pour dire qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'on reprochait à sa famille. Donc c'est vraiment lourd. Et ça va être une jurisprudence qui va aider les chefs d'État à ne plus quitter le pouvoir. Alors ici, ils disent, ils contestent le gel de leurs avoirs parce qu'eux, ils considèrent avoir gagné cet argent, ces milliards. Mais c'est la problématique de la gestion familiale, la gestion familiale des pays africains, des États africains. C'est la gestion familiale. Vous voyez, Dos Santos, sa fille, ses enfants, et tout le montant là, je crois, 5 milliards de dollars. Je crois ça se chiffre à 5 milliards de dollars. Moi, je crois quand même que la dernière fois, je suivais un débat où on disait que le fait que Dos Santos ait quitté le pouvoir pour son dauphin, immédiat, son homme de ministre de la Défense, et que ça n'a pas d'effet. Et comme ce qui se passe au Burundi, je crois que c'était un rapprochement que vous faisiez le jour là sur le plateau. Moi, je vois quand même que ce soit au Burundi ou l'autre est en train de quitter, comment il s'appelle, Pierre Nkurunziza, est en train de quitter pour le général Ndayishimiye, ben, ça peut avoir des complications. Ça peut avoir des complications, surtout qu'il va y avoir une nouvelle manière de gérer. Ça peut se compliquer. Surtout que ça semble être la donne parce que la Mauritanie fait la même chose. Ouais, la Mauritanie, mais vous voyez encore, ne fait pas cadeau. Oui, ne fait pas cadeau à l'ancien président. Comme celui-ci ne fait pas de cadeau à Dos Santos. Donc, ça dit quand même que les gens ne veulent pas se faire salir encore parce qu'on craint qu'au XXIe siècle, il faut une nouvelle manière de gérer. Parce qu'en quittant le pouvoir après, pour ne pas être rattrapé par la mauvaise gouvernance et le détournement des fonds. Pourtant, ce qui leur arrive, je crois que ça doit faire jurisprudence pour que les enfants des chefs d'État ne se croient pas tout-puissants pour brader des milliards. Pour gérer même le fonds souverain. La gestion, on confie la gestion des fonds souverains à un enfant.
Moi, je dis à un enfant. À un enfant. Ça c'est un enfant. Bon, donc, c'est le problème qui se pose. Un jeune qui a moins de 50 ans. Oui, bien sûr. Et l'argent, pour eux, c'est dans des valises. L'argent, les dollars, c'est dans les valises où il est ouais, le fils du président équato-guinéen. Équato-guinéen. Donc, c'est dit quand même que je suis d'accord qu'il y a eu cette procédure-là. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est de pouvoir permettre... Regardez l'Angola. L'Angola, avec tout son gisement pétrolier, qui fait partie des pays les plus pauvres. Les pays dont les citoyens sont les plus pauvres au monde. 30 millions d'habitants, 12 millions se retrouvent au seuil de la pauvreté. Regardez la place de l'Angola en matière du pétrole. L'Angola, c'est presque le troisième producteur de pétrole. Après le Niger, l'Afrique du Sud et l'Angola. C'est la troisième économie de l'Afrique subsaharienne. Bien sûr, regardez. Donc, je dis, c'est pour dire que Dos Santos, aujourd'hui, ne peut pas regretter, comme vous le dites, d'avoir... c'est vrai qu'il peut regretter, mais je crois quand même que c'est ce qu'il faut saluer maintenant, c'est la position du nouveau président, quand même, qui, au nom de la lutte contre la corruption, est en train de dire assez... Parce que là, il n'est pas en sécurité, même s'il laissait les enfants de Dos Santos continuer leur folie. Sinon, ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent être des menaces. Voilà. Ils seront même des menaces pour son régime. C'est ce que disent beaucoup de personnes, qu'en fait, ce n'est pas une lutte contre la corruption que fait le nouveau président, mais il essaie juste de démanteler les poches financières, les réseaux de son prédécesseur pour asseoir son pouvoir à lui. Exactement, comme Talon est en train de le faire. Regardez par exemple, ça dit quand vous êtes au pouvoir, il y a des gens, nous ne sommes pas en Europe, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que vous, mais vous êtes foutus. Donc ils vont monter des choses contre vous, vont monter des réseaux contre vous pour vous destituer. Lui n'est pas encore sûr qui fera ce qu'on a reproché à Talon, lui aussi, ce que Yahi Boni a reproché aussi à Talon. Regardez, donc c'est ça en Afrique, quand vous avez beaucoup d'argent, moi je suis chef d'État, je suis au pouvoir, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, donc c'est une menace pour moi. C'est comme ça qu'on réfléchit en Afrique. Je pense que lui... il est en train de préparer son second mandat. C'est l'esprit que moi je trouve. Et cela va plaire aux Angolais. Oui, et c'est ça, il le fait. Il ramène de l'argent dans les fonds détournés dans la caisse de l'État. Oui, ça va plaire aux Angolais, mais aussi c'est à son profit. C'est parce que lui, il va être reconduit, on va dire, on va l'applaudir des deux mains. Qu'est-ce que tu veux? On va lui dire qu'il est un chef d'État exemplaire. Donc on peut encore lui faire confiance. L'ancien régime, c'est un régime corrompu, alors que le nouveau, c'est un régime qu'on peut applaudir des deux mains. Mais moi, je dis quelque chose. Samuel, nous sommes en Afrique. C'est ça. Nous l'avons dit ici la semaine passée sur cette antenne. La négociation doit être tellement réfléchie, surtout pour les régimes qui ont vraiment duré. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir dans cet esprit, je quitte et je laisse mon dauphin. Ça va se retourner contre vous systématiquement. L'important, c'est d'arriver à asseoir un bon dialogue avec toute la classe politique de l'opposition pour que des papiers puissent être signés, pour que l'amnistie puisse être signée, pour que vos biens et vos enfants ne soient pas touchés juste à la fin de votre mandat. Bon, en même temps, il ne faut pas que ce soit des biens détournés. Parce que vous savez que les anciens chefs d'État, il ne faut pas qu'ils prennent, ils emmagasinent l'argent de l'État, les fonds publics. Ils ont une retraite dorée. Oui. Et donc, on ne peut pas permettre que vous veniez faire 5 ans, 10 ans de pouvoir et vous devenez multimilliardaire avec de l'argent du pauvre contribuable pour dire après on vous amnistie pour tout ce que vous avez fait. Et surtout, Samuel, et surtout pendant toutes ces gestions-là, il n'y a pas de réduction de compte, et on ne fait pas de compte aux populations, ce qui veut dire qu'on en a tellement emmagasiné. Et puis, on vient, on dit, bon, on signe un papier pour que moi et mes enfants ne soyons pas dérangés. Non, regardez, c'est votre position qui fait peur aux chefs d'État. Et ils se disent, oui, n'empêche qu'ils aient peur. N'empêche qu'ils fassent bien, comme ça la sortie est belle. Ce n'est pas un argument, n'empêche qu'ils aient peur. C'est votre position. Et c'est ça qui fait peur. Donc, avec ce qui est en train de se passer en Angola, ceux-là qui ont déjà duré pour pouvoir se dire, mais ça veut dire ici de quitter. Par exemple, on dit, vous laissez votre dauphin, moi je ne laisse pas de dauphin, moi je suis là peut-être, je vais mourir au pouvoir. C'est comme ça ils réfléchissent. Moi l'important, c'est d'arriver à trouver un mécanisme, un mécanisme qui tend vers une alternance beaucoup plus négociée, beaucoup plus pacifique. Peut-être c'est ce que Jésus-Christ Olympie aurait souhaité faire, on en parlera peut-être dans Isaac Chakwe va
sourit. Alors, de toute façon, on le voit. Est-ce que tout cela ne cache pas aussi une certaine chasse aux sorcières? Oui, ça dépend de quel côté vous... Parce que Isabelle Dos Santos dit qu'elle nourrit aussi des ambitions présidentiables. Hein. Oui, mais écoutez, quand vous êtes fils ou fille d'un chef d'État, il faut aussi travailler. Il faut aussi travailler. Et comme Fimel disait, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Eux, c'est l'argent de l'État. Ils y vont. Ils peuvent aller privilégier comme bon leur semble. Donc, je crois que c'est ça aussi la particularité de la gouvernance en Afrique. Où quand vous êtes chef d'État, les enfants sont des pachas, sont des milliardaires. Parce qu'ici, on parle de milliardaires. On parle de milliards. Les chiffres qu'on évoque, c'est pas petit, 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Si on convertit en CFA, les gens vont s'évanouir. Les gens vont s'évanouir. Et donc, je crois quand même que, moi, je suis d'accord que ce qui se passe en Angola, ça puisse réveiller l'attention des dirigeants actuels. Mais pas pour les faire dire que, bon, moi, je n'aurai pas de dauphin, je vais rester au pouvoir, je vais mourir au pouvoir. Vous mourrez au pouvoir, que vous mourrez au pouvoir ou pas. L'histoire est là. C'est un peu ça. L'histoire va s'écrire d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui se passe de manière générale en Afrique, c'est ça. Et c'est ça qui vide les caisses de l'État. Et l'argent, les richesses sont toujours cumulées dans les mains d'une famille, d'une minorité, comme on nous l'a dit. Et ça ne peut pas continuer comme ça en Afrique. L'Angola ne doit pas être n'est pas un pays pauvre. L'Angola n'est pas un pays pauvre. Mais regardez, la gestion a été cumulée pendant longtemps dans les mains d'une minorité, dans les mains de la famille. De la famille et des comment on l'appelle, des cousins et autres. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Mais celui qui fait, celui qui veut donner, je dis, l'exemple de lutte contre la corruption, le nouveau président João Lourenço, c'était aussi un gars du régime qui a bénéficié aussi de la c'est ce que j'allais même ajouter. Bien sûr, si on va sortir maintenant des dossiers, lui aussi va être impliqué dans plusieurs peut-être lui aussi il a des milliards, personne ne sait. Peut-être, moi je me dis qu'on ne pourrait même jamais prendre un pauvre comme ça pour devenir chef d'État. Il faut que Dos Santos le dise. Oui, mais non, Dos Santos, il est tellement intelligent, puisque lui-même personnellement n'est pas encore touché. Il ne veut pas trop parler. Puisqu'on est en train de parler de ses enfants, il dit il n'a rien à voir avec ses enfants. Et puis il ne dit pas que ce que ses enfants ont fait est vrai ou faux. Donc il est en train de se retirer parce qu'il n'est pas encore touché. Parce que quand l'actuel président va chercher à le toucher, c'est là où il sera obligé de parler. Ça aussi, ça va être l'erreur qu'il faut éviter de commettre. Oui, ça va être l'erreur qu'il faut éviter pour ne pas mettre l'Angola dans une situation. Et moi je dis, il faut créer une jurisprudence qui puisse aider à la tenance dans nos pays africains. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous et Samuel Niaoui. C'est ton droit le plus absolu. C'est la démocratie, n'est-ce pas? Ce que moi je dis, par exemple, moi je voudrais qu'on s'inspire un peu de ce que Mandela avait dit. Mandela dit, ceux-là qui sont au pouvoir, ils ont juste un petit problème, mais qui est grand. Le problème qu'ils ont, c'est la peur. Qu'est-ce que nous deviendrons après le pouvoir? Et pourquoi ne pas choisir de bien faire? Qu'il fasse bien. Oui, non, je dis, non, nous avons eu à traverser des temps. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Mais maintenant, ceux-là dont nous parlons, ils ont eu à traverser des temps. Ils ont eu à commettre des erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? L'important, comme Mandela le disait, ils ont eu à traverser des situations difficiles. Ils ont eu à commettre des erreurs. Il y a des gens qui sont là, qui continuent de faire encore des erreurs. Donc, ils ont dit, et maintenant, Mandela dit, il faut arriver juste à les rassurer. Et quand on arrivera à les rassurer, ils pourront décider de partir. Moi, je voudrais qu'on s'inscrive beaucoup plus dans cette dynamique-là que de chercher à placer un dauphin ou que de chercher à s'éterniser au pouvoir. L'important, ceux-là qui sont en face peuvent chercher ou à créer un mécanisme qui puisse rassurer ceux-là qui sont au pouvoir, qui puisse faire disparaître, faire dissiper la peur de façon convenable. Quand les gens décident de mal gouverner, consciencieusement, ils le font. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Ils sont en train d'appauvrir leur peuple. Ils sont en train d'appauvrir les citoyens. Ils le savent. Eux, ils vivent une vie à la pacha, d'aisance. Et quand on fait tout ça là, et que quand on sait qu'on est en train, les taux est en train d'être serré autour d'eux, on commence par évoquer la peur du lendemain. C'est-à-dire la peur du lendemain.
la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que demain sera fait si je ne suis pas au pouvoir? Mais il faut que les gens assument leurs responsabilités. Bien sûr. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est l'évangile que nous avons prêché pour la jeune génération. Ceux-là qui sont en train d'arriver au pouvoir. Ah oui, bien sûr, par exemple, l'actuel président Lourenço, qui est actuellement au pouvoir, qui est l'actuel président de l'Angola, c'est ce que nous allons lui prêcher. Que lui aussi ne s'inscrit pas dans la dynamique du régime précédent, qu'il se définisse un nouveau cadre qui puisse lutter contre la corruption et engager le pays sur la voie de développement de la justice sociale. Bien sûr. Je ne suis pas en train de voir de quoi Paul Biya va avoir peur aujourd'hui en faisant tout ce qu'il continue de faire au Cameroun. D'accord, merci. On va partir pour la pause et on revient après pour le troisième sujet.